Panique et carnage en banlieue de Moscou. Au moins 40 personnes ont été tuées et plus d'une centaine d'autres blessées dans une attaque maintenant revendiquée par l'État islamique. Des assaillants vêtus de camouflage ont ouvert le feu dans une salle de concert, le Crocus City Hall. Une salle très, très moderne, près de 6 000 places, avec un spectacle d'un groupe rock pique-nique, donc c'est très, très, très suivi. Les explosions ont également retenti, provoquant un énorme incendie. Voici le témoignage d'un jeune homme qui se trouvait à l'intérieur de la salle de spectacle et qui a réussi à prendre la fuite. Сидел в зале сверху, где балконы были. Вот, услышали выстрелы, сначала не поняли, что произошло. Потом лично увидел, как террористы зашли, начали расстреливать всех, кинули в итоге молотов, все подожглось. Нас повели к выходу, в итоге выход был заперт. Мы бегали по всему Крокус-Сити, пытались найти выход, но было безуспешно. Вот. Зашли в подвал Крокус-Сити, холла, и дождались МЧС, и вот вышли. Les forces de l'ordre russes sont toujours à la recherche des assaillants. Il serait 4 ou 5 armés vraiment là, jusqu'aux dents. Les autorités ont annulé d'ailleurs tous les événements culturels jusqu'à nouvel ordre. Je joins à Paris Tamara Alteresco, notre ancienne correspondante à Moscou. Bonsoir Tamara. Bonsoir Anne-Marie. Et avec moi en studio, Dominique Carrel, professeur d'études ukrainiennes à l'Université d'Ottawa. Bonsoir Dominique Carrel. Bonsoir. Parce que dès le début, Moscou soupçonnait l'Ukraine d'être responsable de cet attentat. Et tout à l'heure, je joins Wassim Nasser, grand spécialiste du djihadisme. Je commence avec vous, Tamara. Pouvez-vous nous situer ce concert, cette salle de concert importante, un centre névralgique pour moi, une cible aussi qu'a retenu le djihad islamique? C'est à 16 km du centre-ville de Moscou, donc on est vraiment en banlieue de Moscou. C'est vraiment un grand centre commercial et artistique. Ça ressemble un peu au 10-30, c'est-à-dire qu'il y a une partie commerciale, il y a une partie salle sportive, il y a une partie salle de spectacle. La capacité de la salle, qui s'appelle la salle de concert Crocus, qui est vraiment une incontournable à Moscou pour les groupes russes, une capacité de 6 000. C'est pas clair combien de personnes étaient à l'intérieur quand l'attaque est survenue. On parle pour l'instant... Bon, d'abord, il était 19 h, donc le spectacle n'avait pas encore commencé. Ce que décrivent les témoins, parce que c'est vraiment sur leur témoignage qu'il faut se rabattre pour construire un peu le fil des événements. 4, 5 et possiblement même, on parle de 7 hommes habillés en camouflage auraient fait irruption sans résistance, vraiment, sans rencontrer de problèmes, et auraient ouvert le feu sur à peu près tout ce qui bougeait devant eux, donc tiraient à bout portant sur les gens, des jeunes surtout. Les vidéos qui circulent sur TikTok, sur Telegram, qui est très populaire en Russie, sont assez perturbants. Le total, le bilan pour l'instant, vous pouvez imaginer qu'il est provisoire, c'est 40 morts, 150 blessés. Ça, c'est selon le FSB, donc les autorités russes. Mais on s'attend à ce qu'il y en ait d'autres parce que après avoir tiré sur la foule, ils auraient aussi lancé des grenades. Il y a un énorme incendie qui est en cours. C'est très difficile de savoir où ils en sont en ce moment. Les images que vous voyez là à l'écran ont été prises il y a quelques heures. Est-ce que tout le monde a été évacué? On sait qu'il y a des gens qui avaient réussi à s'enfuir sur le toit. On a essayé de les sortir par hélicoptère. Le toit se serait effondré à cause de l'incendie. Donc, c'est vraiment le chaos, l'horreur. Une nuit vraiment absolument troublante à Moscou. Et des gens sous le choc, même si, et je pense qu'on va avoir l'occasion, parce que je vais répondre à vos questions et avec vos invités, il y avait eu des renseignements américains, entre autres, et l'ambassade canadienne aussi à Moscou, qui avait publié des avertissements à leurs ressortissants. Faites attention, évitez les grands rassemblements à Moscou pour les prochains jours, parce qu'il y a une attaque terroriste de grande envergure qui se prépare. Mais ça, c'était le 7 mars, mais Dominique Carrel, à Moscou, on a répliqué genre, mêlez-vous de vos affaires, là, et on aurait déjoué une tentative d'attentat, donc... mais dans le sud, mais dans le sud. Mais donc, ça veut dire que les services de renseignement américains ou canadiens et peut-être même britanniques en savaient beaucoup plus pour signaler ça aux concitoyens, là. Depuis 6 mois, on a l'image d'une Russie invincible, toute puissante, qui a repris le momentum dans la guerre en Ukraine. Il y a eu les élections, entre guillemets, là, en fin de semaine dernière, l'unité et tout. Et puis voilà, on a cette chose horrible
qui montre de toute évidence une désorganisation, là, même des services secrets russes. Parce qu'en plus, les assaillants sont en fuite, Tamara. Est-ce que ça vous étonne que devant une menace terroriste ou d'un attentat, que ces gens-là ont pu opérer pendant plusieurs minutes et puis s'enfuir? Bien, non, mais bon, il faut dire, parce que je ne l'ai pas dit, mais c'est l'État islamique qui, sur son compte Telegram, qui revendique l'attentat. C'est sûr que quand on regarde ce qui se passe, on voit qu'ils n'ont eu aucune difficulté à entrer. Ça a toutes les allures d'une attaque de l'État islamique, comme on les a vues dans d'autres pays. C'est pas encore 100% sûr que c'est l'État islamique, quoique Washington semble être persuadé que c'est bel et bien le cas et que le message qui a été publié par le groupe est authentique. Est-ce que ça m'étonne? C'est énorme, Moscou. C'est une ville de 12 millions. Ça, c'est sans compter sa banlieue. C'est énorme. On sait... Moi je suis beaucoup encore... Je reçois encore les communiqués des autorités russes. Et on avait déjoué, par exemple, il y a quelques semaines, comme le disait Dominique, oui, dans le sud, dans le Caucase, un attentat où on avait arrêté une cellule. Mais à Moscou aussi, on avait... et ça avait fait beaucoup d'éclat en Russie, déjouer ce qu'on appelle un attentat... ce qu'on dit avoir déjoué un attentat contre 2 synagogues qui se préparaient par des membres de l'État islamique. Donc, ça ne m'étonne pas. C'est sûr qu'on a cette image de la Russie invincible, quoique, depuis des semaines, puis même depuis 2 ans, la Russie n'est pas imperméable à des attaques. On l'a vu quand les drones se sont rendus à quelques mètres, non, au-dessus du Kremlin. Des attaques... perpétuelle à Belgorod. Il y a beaucoup de gens qui veulent du mal à la Russie, donc c'est sûr qu'on ne pense pas automatiquement à l'État islamique, mais ça ne veut pas dire que l'État islamique n'a pas des raisons de vouloir punir la Russie pour l'influence qu'elle a dans des pays comme la Syrie, l'Afghanistan, des pays d'Afrique aussi. D'ailleurs, ce serait le groupe ISK. Dominique, ça s'explique, cet attentat aujourd'hui? Bien, ça, c'est la grande question, parce qu'il y a eu des attentats terroristes il y a une vingtaine d'années, terribles. Il y en a eu à Moscou, d'ailleurs, dans une salle de théâtre, le Nord-Ost, qui avait fait plus d'une centaine de morts. Ça, c'était au début du mandat de Poutine. Ensuite, à Beslan, en Ossétie du Sud, en 2004, où il y avait eu dans une école élémentaire et tout. Mais ça, c'était un moment où il y avait la guerre en Tchétchénie puis une insurrection islamiste. Il y avait un lien. Alors là, la grande question, c'est quel est le lien? Le lien, c'est peut-être la guerre en Syrie, en fait, l'intervention russe en Syrie. Et puis là, ce serait un effet boomerang. Évidemment, on met comment dirais-je, on est prudent là, dans des clignotants, mais il faut qu'il y ait un lien parce que l'Ukraine se fait attaquer systématiquement. D'ailleurs, aujourd'hui, 150 missiles, une des plus grandes attaques sur l'Ukraine là, depuis plusieurs mois. Mais l'Ukraine attaque aussi la Russie, comme Tamara l'a mentionné, Belgorod, mais aussi systématiquement des sites pétroliers. Mais l'Ukraine ne s'en prend pas des civils, ne fait pas des attaques terroristes comme ça. Je joins brièvement Wassim Nasser à Paris, grand spécialiste du djihadisme qu'on a déjà reçu à cette émission. On vous joue au téléphone, Wassim Nasser. Parlez-nous de ce groupe islamiste qui revendique. Est-ce que c'est crédible, cette revendication? Oui, tout à fait. Pour moi, elle est complètement crédible parce qu'elle est venue via les canaux habituels, sa syntaxe, la façon avec laquelle elle est écrite correspond aux revendications de l'État islamique et surtout que le détail qu'il y avait dedans, comme quoi les assaillants ont fait leur attaque et puis ils sont repartis sains et saufs, n'était pas public au moment où ils ont publié leur communiqué. Et ça, c'est important, c'est à noter. Donc, ils sont encore libres. Peut-être qu'ils vont commettre d'autres attentats ou ils préparent encore autre chose. Donc, c'est la façon de faire de l'État islamique. C'est une première revendication. Elle sera évidemment suivie d'une autre avec une connotation religieuse, parce que celle-là, elle est neutre, on va dire, et potentiellement, après, avec des images, des photos ou des vidéos que les terroristes auraient pris eux-mêmes avec des GoPros. Donc c'est le mode opératoire, on va dire, habituel. Ouais. Et ce n'est pas étonnant, parce que le contentieux entre la Russie et les djihadistes de l'État islamique remontent à très loin. Ils remontent à la Syrie, ils avaient une sorte d'émirat dans la région du Caucase que les Russes ont éliminé. Aujourd'hui, les djihadistes de l'État islamique se battent contre les Wagner au Sahel. Au Mozambique, pareil, l'État islamique a combattu les mercenaires russes, donc le contentieux est ancien. Ce qui est important, c'est qu'ils ont réussi
un coup assez important et sanglant à Moscou. Ça, c'est quelque chose, mais il faut pas oublier que ce n'est pas la première fois qu'ils s'attaquent à la Russie. Non. Il y a eu 2 attentats revendiqués en 2016, 3 en 2017, 2 en 2018, 1 en 2019, hors Caucase, c'est-à-dire hors Tchétchénie, Ingouchie, Daghestan, où ce sont des zones plutôt de conflit entre l'État islamique et la Russie. Et dernière chose, ça viendrait là-dessus, sans oublier aussi que l'État islamique a recruté beaucoup de Russes. Dans les rangs de l'État islamique en Irak et en Syrie, il y avait beaucoup de Russes du Caucase, des anciens républiques soviétiques ou des Russes qui ont eu des responsabilités en termes de commandement assez importantes. Donc, dans les 2 sens, la Russie est concernée par l'État islamique depuis des années. Comment expliquer donc si les services de renseignement canadiens et américains, et je crois même britanniques, ont pu envoyer un message à leurs citoyens présents à Moscou de faire attention parce qu'on craignait un attentat? Comment se fait-il, selon vous, qu'ils ont pu échapper aux services, au FSB, aux services de renseignement russes? Non, oui, effectivement, ils les ont prévenus, parce qu'à chaque fois, c'est le cas. Même, rappelez-vous, qu'il y a eu l'attentat en Iran il y a quelques mois, les Américains avaient prévenu les Iraniens, malgré le lourd contentieux qu'il y a, la guerre à Gaza, le conflit en Orient, etc., au Levant, etc., etc. Donc, à chaque fois, les Américains captent des informations techniques, ou les Five Eyes, donc les Américains, les Britanniques et leurs alliés, ils transmettent aux pays concernés et ils font fi des autres contentieux, quand ça concerne des attentats, des attaques, que ce soit de l'État islamique ou d'Al-Qaïda. Mais le fait de donner l'information ne veut pas dire que le pays qui reçoit l'information est en capacité d'arrêter l'attentat à temps. Par exemple, il y a 2 semaines, les Russes ont arrêté une cellule qui projetait de s'attaquer à 1 ou 2 synagogues à Moscou. Donc, ils ont arrêté un des attentats, mais celui-là est passé entre les mailles du filet. Et ça, la Russie a été sujette à ça. Tous les pays du monde sont sujets à ça, que ce soit les pays occidentaux ou autres. Bien, là-dessus, je pense que la communication a été coupée. Wassim Nasser, merci de nous avoir parlé à l'heure tardive de Paris en ce moment. Merci beaucoup. On reviendra à vous éventuellement. Merci beaucoup, Wassim. Alors, je reviens à vous, Tamara et Dominique. Est-ce que, dans le contexte actuel, selon vous, Tamara, ça fragilise le pouvoir réaffirmé de Poutine là, avec ces dernières élections? Vous savez, c'est malheureux à dire, mais des fois, peu importe qui a commis l'attentat, c'est comment il va s'en servir qui va être important à surveiller en Russie. Et bon, je ne suis plus là, en toute honnêteté, donc c'est difficile pour moi de cerner l'humeur russe et où ils en sont avec la propagande russe. Non, pour Poutine, comme l'était Beslan, vous savez, l'attentat à l'école, comme l'a été le théâtre, c'est toujours une raison qui justifie pour Poutine d'être là où il est encore aujourd'hui, de le rester ad vitam aeternam au nom de la sécurité et de la survie de l'autonomie russe. Est-ce que ça l'affaiblit? Comme le disait votre invité juste avant que ça coupe, il dit que ça arrive dans tous les pays occidentaux. Et puis c'est intéressant, moi je suis ici à Paris, j'écoutais BFM TV, j'écoutais France, j'écoutais tous les postes voir un peu ce qu'ils disaient et tout de suite, ils ramènent ça à la France. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Quel message est-ce que l'État islamique nous envoie à 4 mois des Jeux olympiques où tout le monde craint ici qu'on se serve des Jeux pour un coup d'éclat? Donc, est-ce que ça renforce le pouvoir de Poutine? C'est encore trop tôt pour le dire, mais c'est très rare que ça le déstabilise. Il s'en sert surtout pour continuer de convaincre sa population qu'il a besoin d'être là. Mais c'est pas sans rappeler les attentats de novembre 2015 et le modus operandi du Bataclan, un théâtre. Il y a une certaine... Et tout à l'heure, je vais vous présenter Christophe Barbier, que j'ai enregistré beaucoup plus tôt, au moment où survenait cette attaque. Alors, parce que très tôt, Dominique Carrel, ça va être la dernière question, on a dit... Ils se sont attaqués et accusés l'un l'autre. Moscou a attaqué l'Ukraine. L'Ukraine a dit non, c'est pas nous. Puis il a même attaqué les forces spéciales russes. On sait que Poutine a déjà fomenté des attentats pour servir sa dictature. Mais est-ce que ça peut avoir un impact sur le conflit en ce moment? Absolument. Comme Tamara l'a dit, c'est ce qui... On saura... Enfin, il n'y aura pas d'enquête sérieuse en Russie parce que c'est un régime qui est complètement fermé. Mais il va y avoir un autre durcissement. Puis là, c'est l'effet boomerang, comme je l'ai mentionné. La Russie attaque l'Ukraine, la Russie attaque la Syrie, ou enfin bombarde la Syrie, et puis là, se fait attaquer un peu via l'Ukraine, puis via la Syrie. Ce que ça démontre tout de même, si on remonte au 24 juin, la rébellion de Prigojine, les services secrets russes ne l'avaient pas vu venir aussi. Là, on a cet attentat assez spectaculaire, horrible, que les services secrets russes
n'ont pas vu voir Ils aussi. sont arrivés sans trop de difficulté dans la salle de concert. Évidemment, ça va être lu en Russie et en Ukraine comme tout ça, c'est une provocation, une espèce de complot, etc. Mais il reste que ça, c'est l'élément externe à la guerre en Ukraine, la stabilité du régime russe. Alors, merci beaucoup, Tamara. À Paris, merci beaucoup. Et merci beaucoup, Dominique Carrel. À suivre, bien évidemment. C'est absolument dramatique. Au revoir. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.